Samedi 14 janvier 2023, bonjour ou bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous. C'est l'émission Le Monde en 7. On revient sur quelques sujets marquants de l'actualité de la semaine et au menu de cette émission, on parlera des législatives au Bénin. L'opposition crie à la fraude après les résultats communiqués par la Sénat. Nous irons ensuite du côté du Burkina Faso. Le président en exercice de la CEDEAO, Umaro Sissoko Embalo, y a effectué une visite et promet donc d'apporter son soutien à Ouaga face à la lutte contre le djihadisme. Et puis on parlera en deuxième partie d'un sujet qui fait beaucoup débat dans l'opinion togolaise. Il s'agit de la punition de la délinquance scolaire. Comment justement punir cette délinquance scolaire? Pour cette première partie, je reçois deux invités. D'abord, Ourna Nyanta, il est cadre de l'Union pour la République. C'est le parti au pouvoir au Togo. Ourna Nyanta, bonjour. Bonjour Samuel, bonjour à tous les téléspectateurs pour une première sortie au cours de cette année 2023. Permettez-moi de souhaiter à tous mes vœux les meilleurs de santé et de prospérité dans toutes les activités. Aussi d'adresser mes sincères félicitations aux promoteurs de la chaîne New World TV, et cette chaîne qui fait la fierté de toute l'Afrique. Maintenez le cap. Beaucoup de succès vous attend. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons également heureuse année 2023. Face à vous, un autre cadre, cette fois du Comité d'action pour le renouveau, parti d'opposition au Togo, Aoukou Nador. Bonjour, monsieur Aoukou. Bonjour, Samuel. Merci d'être notre invité. Bonne année. Merci à vous aussi. Comme mon collègue l'a fait tout à l'heure, je profite de l'occasion pour formuler mes vœux les meilleurs pour toute la population togolaise. Et ensuite, pour toute la classe politique togolaise dans sa diversité, à la fois de l'opposition tout comme du pouvoir. Nous en avons besoin pour faire des pas qualitatifs au cours de cette année nouvelle. Ensuite, je formule les mêmes vœux pour la société civile qui abat un travail formidable. Je formule en même temps mes vœux pour les couches religieuses, les responsables religieux, que ce soit traditionnels, chrétiens ou musulmans, tous ces gens-là font un travail qui ne mettent pas devant le public, mais qui contribue à faire en sorte que nous puissions connaître une décrispation politique dans le pays pour qu'on aille de l'avant. Donc à toutes et à tous, bonne et heureuse année. Et j'ai envie de vous demander, est-ce que vous pensez que depuis quelques années, la décrispation politique est au rendez-vous? Oui, vous savez, des fois, on ne le constate pas. Mais certaines évolutions, en réalité, quand vous êtes un bon observateur, doivent vous amener à constater que quelque chose est en train de bouger quelque part. Et ça, il faut être assez subtil pour le constater. Et je crois que Ourna Nyata dira qu'on doit ça à la politique du chef de l'État. Non, bien sûr, et j'apprécie l'honnêteté intellectuelle et politique de M. Nador. Je pense qu'il ne faut pas assez d'efforts, comme il le dit, pour constater qu'il y a réellement décrispation. D'ailleurs, cette décrispation a commencé par l'arrivée au quart à la primature. Son parti a cohabité avec le parti au pouvoir et a contribué ensemble avec le chef de l'État à opérer certaines réformes qui se sont poursuivies au fil des ans et qui impactent positivement notre vivre ensemble. La méfiance politique est derrière nous. Aujourd'hui, acteurs de l'opposition comme du pouvoir peuvent se retrouver ensemble autour des activités dans l'intérêt national sans trop de méfiance. Et donc, nous pouvons dire que l'environnement est meilleur, l'environnement est plus favorable à la diversité qu'hier. Est-ce que, on est en année électorale bien évidemment, législative, régionale, est-ce que vous êtes certain que les vieux démons ne vont pas ressusciter? Oui, je peux vous dire qu'on ne peut pas dire non. Mais
Je crois que l'esprit dans lequel nous évoluons, en tout cas, moi, je situe ça un peu plus proche, à partir de 2020. Vous avez, la mentalité politique togolaise a évolué sur un certain nombre de choses. Et nous devons continuer par cultiver cette évolution-là de façon à faire en sorte qu'on puisse aller de l'avant et dans l'intérêt de tous les citoyens togolais. Je crois que la suite de l'émission nous amènera, par exemple, à parler de ce qui s'est passé à côté de nous, de côté Est, au Bénin la dernière fois, pour évoquer un certain nombre de choses et faire une certaine interpellation dans le sens à aller de l'avant. Parce que personne n'a rien à gagner quand on restera dans la crispation, etc. etc. Voilà. D'accord, justement, vous l'avez bien dit, c'est une belle perche que vous me tendez pour parler du Bénin. Le Bénin où les élections législatives se sont tenues le dimanche dernier. C'était l'une des premières élections pluralistes depuis l'arrivée de Patrice Talon au pouvoir, en tout cas depuis 2019, date de la dernière élection législative. L'opposition n'était plus autorisée à ce rendez-vous. Elle y a participé et sur les représentants de l'opposition, seul le parti Les Démocrates ont réussi à obtenir des sièges, un peu plus de 25%, soit 28 sièges sur 109. Vous comprenez qu'il reste 81 sièges remportés par les deux autres blocs qui se réclament de la mouvance présidentielle. L'opposition ne pourra pas gêner l'action du gouvernement et déjà elle crie à la fraude. On va regarder ensemble ce reportage avant de continuer avec le débat. Avec le même nombre de sièges que le bloc de la mouvance présidentielle, 28 sièges, l'opposition s'invite pour une grande première sous l'ère Talon au débat parlementaire. Mercredi au siège de la Commission électorale nationale autonome Sénat, l'heure était à la publication des résultats provisoires des législatives de dimanche. 3 partis vont prendre part à la distribution des sièges. Ces partis sont les démocrates avec 24,2%, UP le Renouveau avec 37,56% et le Bloc républicain avec 29,17%. Avec un taux de participation au plan national de 38,66%, ces élections étaient un test pour le Bénin, autrefois modèle de démocratie. Depuis la prise de pouvoir en 2016 du président Patrice Talon, l'opposition n'a cessé de dénoncer un pouvoir sans partage, malgré l'embellie. Pour de nombreux observateurs, le retour de l'opposition à l'hémicycle laisse transparaître un nouveau départ au plan politique. Nouveau départ au plan politique. Ourna Niata, est-ce que vous parviendrez ou vous parvenez à cette conclusion? Non, je pense que c'est une bonne chose, cette ouverture qui a eu lieu au Bénin. C'est aussi intéressant de constater que tous les acteurs ont opté pour l'apaisement. Dès le début du processus, chaque acteur a appelé à un scrutin sans heure et au respect des dispositions légales en vigueur. C'est ce qui donne ce résultat. Et même après les résultats, tous les acteurs, ceux qui réclament bien entendu, ont fait le choix de suivre la procédure normale, de suivre la procédure légale en vigueur pour faire leurs réclamations. Et c'est une bonne chose. Il faut féliciter le gouvernement béninois pour cette décrispation du climat politique dans ce pays voisin. Et surtout en ces moments où nos pays ont beaucoup plus besoin de stabilité pour faire face sereinement à d'autres menaces exogènes qui troublent la tranquillité et qui risquent de paralyser nos économies, notre société, si on perd le temps autour des querelles politiques et politiciennes. Nador Aoukou, quel regard vous portez sur la façon dont les élections se sont déroulées, ont été organisées, l'opposition qui a finalement été autorisée à nouveau à participer? Vous permettez? Non, moi,
j'ai ma position sur cette affaire-là. Je ne dis pas que l'opposition a été autorisée. Non. Pourquoi autoriser? C'est son droit le plus absolu. Mais depuis 2019, on sait ce qui s'est passé. Oui, si on sait ce qui s'est passé, peut-être que si quelqu'un a constaté qu'il a été un obstacle, il a revu sa position. Et donc, les gens ont joui de leurs droits. Ce n'est pas une faveur qu'on leur a accordée. Non. Et c'est pour ça, vous permettez, que j'interpelle le chef de l'État togolais, qui a joué un rôle essentiel et qui est apprécié dans la sous-région à propos du sujet ivoirio-malien. Je crois que sur ce sujet-là, de mon point de vue et du point de vue de mon parti politique, il a encore 2 actions à mener. La première action, c'est que ceux qui sont considérés aujourd'hui au Togo et qui sont dans les geôles comme des prisonniers politiques, il n'a qu'à faire un effort humanitaire pour les libérer, parce que c'est au nom de cet état de choses qu'il a fait son action et qu'il a été apprécié. 2. Ce que M. Talon a fait pour décrisper la situation politique et électorale au Bénin, il doit le faire aussi au Togo. Notamment, le travail qui a été fait à la CENAP et qui a été repris par le CPDC. CPC, je crois. CPC, Oui. la concertation des acteurs politiques. Il faut. Et là, je saute sur l'interpellation du collègue Tchassona, qui a dit, non, il faut qu'on revisite cet accord-là. Vous savez, nous on y était, mais on a marqué une pause parce que on ne voyait pas, on avait le sentiment que nos préoccupations n'étaient pas prises en compte. Mais des gens étaient restés jusqu'à la fin, mais à la signature du document final, ils ont dit qu'ils ne sont pas liés à cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, et par rapport, et comme mon collègue l'a dit tout à l'heure, par rapport à l'atmosphère politique et sécuritaire sous-régionale, le chef de l'État doit faire un effort pour interpeller encore les acteurs politiques qui ont émis des réserves sur le document final, de façon à ce qu'ils apportent leur contribution avant les élections que lui-même il a officiellement annoncé, notamment les régionales et les législatives. Je crois que s'il le fait et que chacun apporte sa contribution et se retrouve dans ce que nous allons faire ensemble, ce qui s'est passé au Bénin, nous le ferons mieux que les Béninois. Maintenant, à présent, proprement dit sur ce qui s'est passé au Bénin, on a des résultats qui ont été communiqués. L'opposition qui a réussi à avoir un certain nombre de sièges, mais qui parle Ournanyata de fraude. Je lis ce que Eric Houndete a dit en conférence de presse. Ces stratagèmes ont pour nom la corruption massive des électeurs, le dépassement du nombre de votants par rapport au nombre d'inscrits, les flagrants délits de bourrage d'urnes, le déphasage entre les listes électorales affichées, les listes d'émergement. On a l'impression d'être dans un autre pays que le Bénin. Non, je crois que cette chanson, disons, je le dis ainsi parce qu'elle est habituelle dans beaucoup de pays d'Afrique. Après chaque élection, ce n'est pas la première fois qu'on entend de ces accusations et autres. Mais l'essentiel, c'est que les acteurs fassent leurs réclamations comme ils l'ont voulu au Bénin, dans les règles établies par les tests qui régissent l'organisation des élections et qu'ils apportent les preuves des allégations, que ça ne reste pas que des allégations, mais qu'ils apportent des preuves. Donc nous attendons la décision finale du Conseil constitutionnel pour mieux apprécier d'abord et puis voir un peu ce que l'Assemblée nationale au Bénin va refléter demain. Mais je reviens à l'interpellation du compatriote, mon frère Nador, pour dire que le président Faure Gnassingbé est fortement attaché à la gouvernance concertée. C'est pour cette raison qu'il dépasse toujours le cadre légal des débats politiques pour en créer
d'autres. Le cadre légal des débats politiques, c'est le Parlement. Nationale, oui. Mais d'autres acteurs étant absents, le président fortement attaché à la gouvernance concertée et crée les occasions d'échanges autour des sujets qui engagent la vie de la nation, notamment les différents cadres de dialogue, CPDC, et la CENAP, le CPC et autres. Bon, malheureusement, certains acteurs trouvent toujours à redire. En réalité, ces cadres, ils n'étaient pas obligés de le faire s'ils n'étaient pas attachés, s'ils n'avaient pas cette volonté de recevoir les positions du CAR, s'ils n'avaient pas cette volonté de recevoir les positions d'autres partis qui ne sont pas présents au Parlement. Donc faisons l'effort à chaque fois que le président de la République fait des ouvertures d'être de bonne foi et de ne pas faire de ces cadres des occasions de manipulation politique à dessein pour agiter la société, mais aller à l'essentiel dans l'intérêt national. Dans tous les cas, le gouvernement l'a exprimé, le gouvernement, au cours de ces dernières années, a toujours maintenu le dialogue avec tous les acteurs tout au long des processus électoraux. Je crois que cette dynamique sera maintenue et que les propositions des différents acteurs seront prises en compte, les propositions pertinentes, bien entendu, seront prises en compte et que le Togo connaîtra une élection législative et régionale apaisée avec le bon comportement des différents acteurs. Ici, il ne s'agit pas de parler du président Talon uniquement, mais parler de tous les acteurs. Le comportement de l'opposition, au Bénin doit inspirer également l'opposition togolaise. Je sais que vous êtes vraiment togolais et on se comprend, on a très envie de parler du Togo, mais on va rester un peu plus sur le sujet qui nous préoccupe. Et je vous interpelle sur ce qu'il vient de dire, le comportement de l'opposition au Bénin, qui dénonce des fraudes, mais qui dit il y a un moyen de recours légal, c'est celui que je vais saisir. Non, je crois que c'est à bon droit et à bonne loi. Pourquoi? Vous savez, quand nous prenons par exemple l'élection 2020, je ne crois pas que, par exemple, M. Agbeome ait vous revenez au Togo encore. Oui, M. Agbeome ait appelé les gens à descendre dans la rue pour tant. Il dit il va s'adresser à la justice. Pour dire quoi? Pour répondre à mon co-débatteur que, voilà. Et généralement, dans notre pays, nous nous comportons, ou nous nous sommes toujours comportés de cette façon. Du moins, au niveau du cas, à chaque fois que nous n'avons pas été satisfaits, nous avons toujours exprimé de façon légale, de façon régulière. Maintenant, ce que je dis et que je répète, oui, je dis qu'il faut être malhonnête si un certain nombre d'efforts sont faits de ne pas les reconnaître. Si nous constatons que le chef de l'État est dans une disposition d'écouter tout le monde pour que le pays puisse être apaisé et qu'on aille de l'avant, il faut le reconnaître et dire ce pas qualitatif-là, il l'a fait. Maintenant, une chose est de faire le pas, l'autre est de prendre en compte les préoccupations des gens vers qui vous faites ce pas-là. Parce qu'eux aussi, ils ont des préoccupations qu'ils vont exprimer. C'est à vous, en tant qu'acteur, le premier d'ailleurs du pays, de les comprendre et peut-être de voir autour de vous, vos collaborateurs, comment on peut faire en sorte que nous prenions en compte leurs préoccupations et qu'on connaisse l'apaisement et qu'on aille de l'avant. Parce que quand un pays n'est pas apaisé, vous ne pouvez pas le diriger.
On va revenir au Bénin, si vous permettez. On va rester au Bénin. Ce que cherche à obtenir le Parti Les Démocrates, c'est justement saisir la justice pour obtenir l'annulation du scrutin. C'est probable, d'après vous? Bon, vous savez, nous sommes sur un terrain politique. Et donc, le Parti Les Démocrates est dans ses droits de monter la barre haute. Mais encore faut-il, dans le dossier à déposer au niveau de la Cour, disposer des éléments de preuve solides qui concourent à l'annulation du scrutin. Mais à mon humble avis, nos pays traversent une période très difficile sur le plan économique. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas l'ignorer du tout. Et ce parti devrait en tenir compte. Parce que organiser une élection engage assez de sous. Et donc, opter pour une annulation pure et simple, c'est trop demandé. Et je crois que c'est une façon pour eux d'obtenir des régularisations au niveau de certaines circonscriptions, s'il y a réellement une certaine manipulation des résultats. Bon, bref, j'estime que c'est une technique de négociation, monter la barre haute pour pouvoir obtenir un minimum. Et vous pensez que c'est possible dans le Bénin d'aujourd'hui, quand je dis d'aujourd'hui, le Bénin de Talon, que la Cour puisse prendre une décision dans ce sens? Non, moi je dirais que prendre la chose de la façon dont vous avez posé le problème, c'est comme si c'est Talon qui donne des instructions. Mais nous avons une tradition au Bénin, c'est que les gens se comportent par rapport au statut dans lequel ils se trouvent. C'est-à-dire que la Cour constitutionnelle dira toujours le droit quand les preuves, comme il l'a dit, sont apportées. Et je crois que celui qui est là aujourd'hui n'hésiterait pas. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est qu'en règle générale, nous avons des parents là-bas. Nous-mêmes, on va là-bas souvent, on a des amis, des parents là-bas. Je vous assure que moi, j'ai été surpris. Que ce soit sur le terrain moi-même, pendant que j'étais là, ou que des amis ou des parents m'appellent, disent que les élections de cette année-là, la campagne s'est passée sans problème, le vote, tout ça. Moi, j'ai été d'abord surpris parce que je pensais que le taux de, comment vous appelez ça? Le taux de participation allait être important, un peu plus important. 38%. Oui, bon. Quand j'ai appris ça, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est déjà une preuve. Et quand vous écoutez les Béninois, eux-mêmes, ils s'en réjouissent. Ils disent, ah, ça veut dire que les élections prochaines, là, les gens vont sortir plus. Ça, là, ça a été un peu comme un test. Et c'est à mettre à l'actif du président Talon. Parce qu'à un moment donné, il a fait ce que le Béninois voulait. Et voilà. Et peut-être que c'est ça qui a fait qu'il a pu, les partis qui le soutiennent, ont pu avoir également de bons scores. De bons scores. Et c'est pour ça que je reviens encore sur mon interpellation. Monsieur le Président Faure Essozimna Gnassingbé peut encore faire la même chose au Togo. Et en tant que premier responsable politique togolais, il doit le faire. C'est quand même une participation très faible pour une élection pluraliste au Bénin. Non, au fait, quand vous prenez du recul et vous voyez ce qui s'est passé avant cette élection, c'est un taux qui a grimpé. Oui, par rapport à 2019. Et ce n'est pas uniquement le travail du président Talon, mais c'est l'engagement de tous les acteurs, pouvoir comme opposition, à réconcilier les Béninois avec les urnes. Et l'opposition l'a toujours martelé au début, nous voulons réconcilier les Béninois avec les urnes. Nous voulons amener les Béninois au vote. Le pouvoir également a créé les conditions. Donc, il ne s'agit pas de, en termes d'interpellation, ailleurs je reviens toujours au Togo, d'interpeller uniquement le président
de la République. Nous interpellons l'opposition. Nous voulons également cette opposition qui ait les capacités de faire des sauts qualitatifs, comme ce que nous avons vu au Bénin. Le président togolais fait déjà des pas. Donc, il faut que la réponse puisse encourager à avancer dans son schéma. Mais quand la réponse est autre, on a du mal à avancer. Aussi, il faut faire attention. Ne prenons pas nos propositions comme des exigences, parce que les propositions viennent de partout. Et à la fin, il faut arbitrer pour trouver le juste milieu, trouver ce qui est bon pour le pays. Donc restons dans l'esprit que nos propositions ne soient pas des exigences et qu'on doit tenir compte d'autres propositions pour arbitrer. Si vous permettez, je saute sur là où il a chuté pour dire que nous, au CAR, on nous a toujours connus comme un parti de dialogue. Nous n'avons jamais imposé quoi que ce soit. Nous avons toujours discuté, dialogué, de façon à ce qu'on arrive à un consensus. Voilà. Et moi, je me rappelle que même le mot consensus a posé problème dans ce pays. Je me rappelle dans une émission sur Delta Santé, j'ai fait la gymnastique de toute ma capacité intellectuelle pour expliquer ce que c'est que le consensus. Je n'ai pas pu. Les gens ne m'ont pas compris parce que après l'émission, les coups de fil que j'ai reçus, vous voyez. Non, je comprends ce que tu dis, mon collègue. Mais nous sommes là dans un jeu politique. Et un chef d'État n'est pas n'importe qui. Et il a la décision pour apaiser ou comme pour enflammer le peuple. Et c'est pour ça que nous continuons de faire l'interpellation. Ce qu'il fait dans la sous-région et que les gens apprécient, il peut le faire dans son propre pays. Et ça, il faut que des gens l'interpellent. Et c'est ce jeu auquel nous nous livrons. Merci. D'accord, c'est compris. On passe maintenant au second sujet, c'est le Burkina Faso. Je voudrais juste placer un mot. Parlez beaucoup du Togo, on aura l'occasion de revenir sur ça. Que ce qui relève aussi de la subtilité, c'est d'être très attentif aux gestes et aux pas du chef de l'État. Il n'est pas en dehors de ce que vous dites. Alors, on avance. Le Burkina Faso, le président en exercice de la communauté économique des États de la CEDEAO, des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a rencontré le président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. C'était le mercredi dernier, 11 janvier. Les échanges ont porté sur la conduite de la transition, le soutien de la CEDEAO et le rôle que pourraient jouer certains partenaires comme la France dans la lutte contre le terrorisme. Une visite qui est intervenue quelques heures après celle de la secrétaire d'État française au développement. On va écouter le président en exercice de la CEDEAO, Umaro Sissoko Embalo. Mais on sait le problème, quand on dit le djihadisme, ça frappe toutes nos zones ouest-africaines. Et cela préoccupe beaucoup notre organisation qui est la CEDEAO. Et aujourd'hui, encore après nos échanges, j'ai compris beaucoup de choses qui se passent au Burkina. On va voir comment dans les médias soutenir Burkina dans les choses que Burkina a besoin dans les médias. L'esprit de la CEDEAO, ce n'est pas des sanctions. Ce n'est pas pour imposer. La CEDEAO, c'est nous tous. Nous sommes de la CEDEAO. Même aujourd'hui, les pays qui sont en transition, qui sont exclus de la CEDEAO, ils peuvent savoir, ils font partie de la CEDEAO. Voilà donc les propos de Umaro Sissoko Embalo. Nado Raoku, il parle de soutien de la CEDEAO au Burkina dans la lutte contre le terrorisme. Vous n'avez pas l'impression que sur cette question, ce sujet de sécurité, on a l'impression que la CEDEAO dort un peu? Oui, moi, quand j'ai suivi son intervention, j'ai dit que peut-être qu'ils sont en train de revenir à de bons sentiments. Vous voyez, en Europe,
il a fallu que la Russie envahisse l'Ukraine. Vous avez vu toute la mobilisation, je dirais, du monde entier autour de l'Ukraine. Non pas parce que ce que la Russie fait, je l'apprécie, mais la solidarité qu'il y a eu autour de l'Ukraine témoigne de ce que les Occidentaux ont compris quelque chose. Mais pourquoi pas nous en Afrique? Surtout en Afrique de l'Ouest, nous ne pouvons pas comprendre. Même comme les gens l'ont dit, je n'en ai pas de preuve, hein, si c'est la France qui dit à la CEDEAO, sanctionner tel, sanctionner tel, est-ce que c'est ça la bonne solution? Et c'est pour ça que la position que le Togo a adoptée dans cette affaire-là a été une position salutaire. Et c'est pour cela d'ailleurs que le Mali a fait confiance à la médiation togolaise. Et le Togo a joué son rôle traditionnel. Et ce qui a fait que, entre-temps, les 3 dames ont été libérées, finalement, etc., etc. Nous avons des amis là-bas. Nous savons comment notre ministre des Affaires étrangères passe subtilement. Il ne veut même pas qu'on le voit passer, qu'il est là. Mais il prenait des contacts. Et puis finalement, ce que tout le monde voulait, on l'a eu. Il faut faire en sorte, et comme il le dit là, qu'on arrive à comprendre. C'est-à-dire que quand vous comprenez, cela ne veut pas dire que vous acceptez la chose. Non. Personne ne peut accepter, dans un monde que nous voulons démocratique, un coup d'État. Ouais. Non. Mais quand ça arrive, et comme quelqu'un l'a dit ce matin sur RFI, qu'est-ce qui est à la base? Qu'est-ce qui a fait que le coup d'État est arrivé? Il faut que la CEDEAO creuse à ce niveau-là et prenne des dispositions pour éviter ça. Maintenant, je crois qu'ils sont en train de revenir petit à petit. Je ne dirais pas sur la leçon togolaise, mais sur la conduite que le Togo a pu tenir de façon... Je crois que le président ivoirien, Alassane Ouattara, et qui, dans un de leurs sommets, a qualifié notre président togolais de genou doyen, je ne sais pas, c'était ça, non? Oui. Doit savoir que oui, c'est ça. Que c'est ça. Parce qu'il ne suffit pas tout simplement de dire nous sommes la puissance économique de la sous-région. Donc si nous on dit ceci, c'est comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un peu comme les Occidentaux se comportent vis-à-vis de nous. Et en notre sein, nous aussi, nous voulons nous comporter de la même façon à l'endroit de nos amis. Non. Mais je crois qu'au fur et à mesure que nous évoluons, les esprits évoluent, et il faut faire en sorte qu'on puisse avoir une autre CEDEAO qui fonctionne autrement que le fonctionnement actuel. Alors, sur la question du terrorisme, est-ce qu'on peut parler du réveil de la CEDEAO aujourd'hui? Parce que vous connaissez les critiques qu'elle a eues. C'est des critiques qui font écho auprès des chefs d'État qui comprennent que ce sur quoi on veut voir l'organisation s'engager, c'est la sécurité sous-régionale d'abord. Non, je crois que quand vous entendez le président de la CEDEAO, ça fait sourire et on a l'impression qu'il y a une prise de conscience. On dira, nous n'allons pas nous amuser à dire peut-être que le Mali a donné une leçon à la CEDEAO. Ce sont de grands responsables. Et ils ont compris qu'il y a nécessité de mieux apprécier l'environnement avant de prendre des décisions. Le problème qui est là aujourd'hui, c'est le problème de sécurité intérieure. C'est le problème de survie même des États. Avant qu'un État soit démocratique, il faut d'abord qu'il existe. Et nos États sont menacés par des individus sans foi ni loi. Qu'est-ce que nous devons faire, premièrement? C'est nous mettre ensemble pour les combattre. Mais depuis, est-ce que vous avez vu la CEDEAO organiser des opérations militaires d'envergure pour faire face à ces individus qui sèment la terreur dans nos communautés? Est-ce que vous avez vu la CEDEAO organiser ça? Non.
Si c'est une prise de conscience, il faut aller rapidement à une solution militaire. Il n'y a pas question de dire qu'on fait... Ce n'est pas une question de maintien de la paix, mais il faut aller en guerre contre le terrorisme. Il faut combattre durement ces individus sans foi ni loi. Personne ne viendra le faire à notre place. Nous devons attendre qui que ce soit, mais nous devons nous engager à le faire, à protéger nos populations. C'est ce rôle que la CEDEAO devrait jouer en ce moment. Mutualiser les moyens militaires pour faire face au terrorisme dans les pays qui sont attaqués. Le président Embalo, c'est vrai, ces propos que je vais dire maintenant ne sont pas sortis dans l'extrait qu'on a diffusé. Il dit on va voir comment dans l'immédiat soutenir le Burkina dans les choses dont le Burkina a besoin avec nos partenaires également, parce que l'on ne peut rien faire sans nos partenaires. Et puis, discuter aussi avec certains pays et notamment la France. Pour beaucoup, c'est un chef d'État qui, je parle du président Embalo de la Guinée-Bissau, président de la CEDEAO, qui est comme un peu en campagne pour la France, parce qu'il dit on va discuter avec la France, qui peut être très utile dans les renseignements et dans ce combat contre le djihadisme. C'est vrai que Ouna Niatta a dit, je ne veux pas dire que le Mali a donné une leçon, mais est-ce qu'il y a une crainte de la CEDEAO de voir le Burkina faire recours à d'autres partenaires, vous voyez de qui je parle, et donc on veut éviter ça et on se positionne rapidement? Oui, je crois que ce que vous dites a tout son sens, hein. Mais assez d'analystes et de critiques ont dit il ne s'agit pas d'abandonner une puissance pour une autre, mais dans les mêmes conditions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire nous rompons catégoriquement et totalement avec la France, parce que la France a une tradition longue avec l'Afrique et notamment l'Afrique francophone. Maintenant, et là aussi je fais recours à un analyste que j'ai suivi sur RFI ce matin qui dit la France ne constate pas que les esprits évoluent en Afrique et continuent de se comporter comme si il y a 20 ans, 15 ans, 20 ans. Non, les esprits évoluent. Nous aujourd'hui, là, nous pouvons dire que nous sommes de la vieille génération. Hein? La nouvelle génération, là, leur façon de voir les choses, de penser, de faire, ce n'est pas comme nous on faisait. Et ça, la France n'a pas encore réussi à s'adapter à l'évolution des esprits en Afrique. Et ça, elle a besoin de faire un travail énorme. Oui. Elle a besoin de faire un travail énorme dans ce sens-là. Maintenant, si le président le dit, ça veut dire qu'il fait un bon constat. Mais quel est l'accompagnement qu'ils vont faire à la France pour que la France s'adapte à l'évolution des esprits de leur population? Ça aussi, c'est important. Au même moment qu'ils doivent le faire, la France elle-même aussi doit faire un travail sur elle-même. C'est important. Sinon, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Et c'est pour ça que nous disons que la France doit se remettre en cause. Sinon, comme on dit là, quand vous vous noyez là, même si c'est une brindille, vous attrapez ça, vous pensez que c'est ça qui va vous sauver. Ah, mais la France ne sait pas qu'elle est en train de se noyer. Hein? Mais si elle le sait, elle changera de comportement. Et il ne faut pas qu'elle croie que les Africains ont quelque chose contre elle. Non. Mais les Africains veulent tout simplement que la France les respecte et prenne en compte l'évolution actuelle de leurs esprits. Voilà. Quelle forme peut prendre le soutien que la CEDEAO promet au Burkina Faso, par exemple? Non, je ne sais pas encore, mais ce que je Vous peux dire... vous rappelez, lors du dernier sommet de la CEDEAO, on a parlé d'une création d'une force contre le terrorisme. C'est des actions comme ça qu'il faut? Ce sont des pistes de solutions. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut une solution militaire. Et donc, comme on le faisait dans le temps, la CEDEAO, dans le temps, organisait des opérations militaires conjointes. Et le Togo était toujours au centre. Et le Togo est toujours avant-gardiste. Et donc, le Togo pilotait souvent ce genre d'opérations pour préparer
nos forces à pouvoir répondre à d'éventuelles situations d'insécurité comme ce que nous vivons. Mais depuis un moment, on n'a plus vu ce genre d'opération, d'entraînement de nos forces. C'est l'occasion pour la CEDEAO de revenir là-dessus, de mutualiser, comme je le disais tout à l'heure, les forces militaires de la sous-région pour faire face au terrorisme. Maintenant, en ce qui concerne les partenaires, il faut être clair. Nous avons besoin des partenaires et non des parrains. Nos pays n'ont pas besoin de parrains, mais nos pays ont besoin de partenaires. On en aura besoin, comme le président le dit, nous avons besoin des partenaires, nous avons besoin de la France si elle nous offre un partenariat respectueux de nos États. Mais pas d'une France qui arrive en hégémonie. Non. Nous avons besoin d'un partenariat sérieux. Voilà, c'est tout ce que nos pays réclament, c'est ce que nos populations réclament. Et aucun chef d'État ne peut aujourd'hui agir en dehors de ce que ces populations-là, de ce que cette génération-là veut. C'est un courant du moment. Cette génération a une pensée plus évoluée, elle a accès à l'information, elle sait réfléchir et comprendre ce qui est bien pour nos pays. Et donc, il revient à la France, qui est un partenaire traditionnel, de s'adapter au nouvel environnement et de proposer un partenariat sérieux à nos États, si elles comptent vraiment continuer par travailler avec nos pays. Dans tous les cas, nos pays vont continuer par diversifier leur partenariat en tenant compte de leurs intérêts. Dans le contexte actuel, puisque ça faisait aussi partie des sujets au menu de la discussion entre les deux hommes, il y a la transition. Vous savez que le Burkina est censé organiser la présidentielle l'année prochaine pour que le pouvoir soit transmis à des autorités élues. On connaît le contexte sécuritaire du pays. J'ai envie de dire entre les deux choses. D'ici la prochaine année pour la présidentielle, vous pensez que la paix va revenir? Vous pensez que la présidentielle, c'est l'urgence du moment? Non, là, il faut être pragmatique. Et c'est le terrain qui doit commander l'action. C'est vrai que peut-être que la CEDEAO elle-même, avec le temps, petit à petit, est en train de comprendre un certain nombre de choses. Maintenant, si elle comprend ces choses-là, elle doit pouvoir elle-même réajuster ses prises de position, etc., etc. Moi, je suppose même que les militaires qui sont au pouvoir au Burkina soient animés d'une bonne volonté et que l'année prochaine, nous allons organiser les élections. Et que la CEDEAO constate que sur le plan sécuritaire et sur le plan de la couverture du territoire national, on ne peut pas recenser les électeurs. C'est peut-être la CEDEAO elle-même qui va demander aux militaires, non, attendez un peu d'abord. Nous ne voulons pas que celui qui sera désigné comme président le soit simplement dans la capitale et que les autres ne participent pas. Je ne dis pas que c'est une projection que je fais, non. Mais si c'est du réalisme. Si par exemple la situation se présente de cette façon-là et qu'on croit que pour la désignation d'un chef de l'État, il faut la contribution de tout le monde, c'est la CEDEAO qui dira, nous pensons que tant. Et puis c'est en ce moment-là qu'on constatera leur réalisme, leur pragmatisme. Mais pour le moment, il faut qu'on mette aussi à défi les militaires pour dire, voilà la mission que vous avez. Vous avez voulu le faire comme ça, nous vous avons compris, faites l'effort qu'il faut pour ça. Mais comme mon co-débatteur l'a dit, il faut qu'à un moment donné, l'Afrique arrive à s'organiser pour venir au secours de tous les pays qui, à un moment donné, vont se trouver dans des difficultés. Je l'ai dit, je le répète. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Et
l'argent, l'armement, tout ce que les Occidentaux mettent à leur disposition. Vous pensez que s'ils ne l'ont pas fait, la Russie n'allait pas marcher sur l'Ukraine depuis? Mais maintenant, là, nous constatons que ce n'est pas les militaires là qui ont créé la situation insécuritaire et que ça descend un peu jusque vers la côte. Et on ne réfléchit pas. On veut seulement sanctionner. Non, c'est pas ça. Et c'est pour ça que nos présidents actuels et les présidents à venir doivent revoir le fonctionnement de la CEDEAO. Et les mentalités qui évoluent aujourd'hui, on doit pouvoir les prendre en compte de façon à ce que s'il faut revisiter les textes fondateurs de la CEDEAO, on puisse le faire. Permettez que nous marquions la pause, poursuivre le journal et puis on sera de retour juste après pour continuer.